Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le chef de l'État reçoit le chef de département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Autre actualité nationale, partenariat francophone, un renforcement des liens culturels. Aux nouvelles mondiales, à présent, un bilan crucial dans un monde en conflit. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal en détail à présent. Mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu une délégation conduite par le chef du département fédéral des affaires étrangères de Suisse, M. Ignacio Cassis. L'audience a servi de cadre aux deux parties pour procéder à un large tour d'horizon des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération et identifier les questions concernant l'élargissement des relations bilatérales en vue du renforcement des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Les discussions ont ensuite été étendues sur les voies et moyens de redynamiser un partenariat stratégique visant à faciliter les investissements et à promouvoir le commerce bilatéral dans le but de créer un environnement propice au développement. En outre, les avantages mutuels d'une coopération renforcée ont été mis en lumière au cours des discussions. À noter que Djibouti offre un accès privilégié aux marchés régionaux et internationaux grâce à son emplacement stratégique sur la côte est de l'Afrique. Elle offre ainsi une plateforme portière en plein essor avec ses infrastructures modernes qui constituent un hub commercial et logistique attrayant pour les investisseurs suisses et les entreprises désireuses d'étendre leur présence en Afrique. La Suisse est réputée pour son expertise dans les secteurs financiers, technologiques et de la santé, offrant des opportunités de partenariat précieuses pour Djibouti dans sa quête de diversification économique et de développement durable. Cette audience a jeté les bases d'une coopération solide et dynamique entre Djibouti et la Suisse pour exploiter pleinement leur potentiel pour ouvrir des nouvelles perspectives pour une croissance économique. On écoute à présent les impressions du chef du département fédéral des affaires étrangères de Suisse, M. Ignacio Cassis. D'abord, laissez-moi exprimer tout mon plaisir de cette toute première visite d'un membre du gouvernement suisse dans l'État de Djibouti après 42 ans de relations diplomatiques. Le moment était prêt, était venu pour avoir cette rencontre avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères et cette rencontre avec le président. Donc on a beaucoup parlé de nos deux pays, de ce que nous avons en commun et des différences que nous avons. Par exemple, nous avons en commun une position stratégique, géographique très importante. Nous, au centre du cœur de l'Europe, vous, l'accès de la mer Rouge, un pont entre le monde arabe et le monde africain. Et puis, les différences, nous avons les montagnes et le chocolat, et vous avez la mer et les poissons. Et c'est aussi quelque chose qui sont nos richesses. Donc, nous avons appris à bâtir sur nos richesses. On a commencé à parler de ça. Et puis, on a identifié des pistes de coopération qui peuvent permettre d'améliorer nos échanges économiques, nos échanges commerciaux. Par exemple, je pense aux marchandises qui peuvent être plus facilement, mais je pense également à la coopération dans le domaine des services. Je pense aux services touristiques, par exemple, et aussi à la science, à la coopération scientifique avec, par exemple, le Centre national, transnational de la mer Rouge. Ceci étaient les arguments que nous avons discutés. Voici la réaction du ministre Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. J'aimerais souligner l'importance de cette visite du conseiller fédéral, M. Cassis, qui est un homme d'expérience, un homme politique très important en Suisse, qui a également exercé les fonctions de président du Conseil. C'est, je dirais, la position de chef d'État. Donc, après toutes ces années d'activité politique, d'activité parlementaire, aujourd'hui, il dirige donc le département des Affaires étrangères. Et la Suisse est membre du Conseil, non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Djibouti, les sentiments, les propos tenus par le président de la République, c'est que la Suisse est un exemple, vraiment un exemple de coexistence entre différentes communautés, un exemple de multiculturalisme qui a su, n'est-ce pas, créer les conditions du progrès et du développement.
C'est un exemple aussi d'un petit pays qui a été confronté à beaucoup de défis et qui a réussi à surmonter ces défis et se mettre au niveau des grandes nations, même si la petitesse du pays est un constat. Mais je crois que la réputation de la Suisse sur la scène internationale est quelque chose de très inspirant et c'est un exemple et ce sont des propos qui ont été tenus par le chef de l'État à l'endroit donc du conseiller fédéral. L'autre élément important, c'est que nous sommes dans un village mondial, globalisé, et ce partenariat sur les questions de paix et de sécurité sont très importants. Sur le changement climatique, c'est important. La Suisse a développé une stratégie quadriennale sur ces grands thèmes et que nous avons partagé ce matin. Et nous pensons qu'on peut travailler ensemble sur la recherche scientifique, sur la lutte contre les changements climatiques, une meilleure sécurité du monde. On ne peut que pouvoir compter sur cette expérience de ce pays qui aujourd'hui est un exemple de stabilité malgré l'environnement difficile que l'on connaît aujourd'hui en Europe. Pendant 70 ans, l'Europe était très stable, mais la guerre maintenant commence à frapper à la porte de l'Europe, la guerre en Ukraine, etc. Et en Afrique, dans la Corne de l'Afrique, nous avons un peu quelques similitudes. Et je crois qu'on était très satisfaits de ces échanges. Et nous allons continuer à discuter, à dialoguer avec la Suisse, qui, je le dis et je le répète, est un pays qui peut nous apprendre beaucoup de choses sur ces grands dossiers que je viens d'évoquer. Autre actualité à la une de ce journal, c'est dans la journée d'hier que Mme Yotova, directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français et responsable du centre régional francophone de l'OIF pour l'Afrique à Djibouti, a rendu une visite de courtoisie à son Excellence le Dr Hibo Moumin Assowe, ministre de la Jeunesse et de la Culture. La rencontre a eu lieu en présence de l'ambassadeur Ahmed Aret Ali et de Mme Asli Mohamed, conseillère technique, et M. Mohamed Hussein Douale, directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture, et du commissaire général du Salon du livre de Djibouti, M. Omer Youssouf Ali. Après les présentations, la rencontre qui a été cordiale a porté sur les relations entre l'Organisation internationale de la francophonie et le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assowe, qui a fait le tour des programmes de coopération en cours et ceux à venir avec l'OIF, CLAC, Musée, Salon du Livre de Djibouti, etc. Les deux hauts responsables ont eu une concordance de vues sur tous les sujets abordés et se sont promis de travailler ensemble à l'avenir. Dans le cadre du Salon du Livre de Djibouti, prévu du 24 au 28 avril 2024, l'OIF a proposé de prendre en charge les participations de l'écrivain sénégalais Dr Magui Touré. Enfin, des échanges de cadeaux ont eu lieu, ainsi qu'une photo de famille qui a clôturé. C'est dans le cadre de la semaine de la fête de la lecture, des rencontres privilégiées entre des auteurs nationaux, des journalistes professionnels de la presse écrite et des élèves ont débuté dans les établissements scolaires à travers le pays. Cette célébration de la lecture, qui en est à sa 4e édition, est désormais un événement incontournable du paysage éducatif. Son objectif est de promouvoir l'amour de la lecture et d'encourager les jeunes à s'immerger davantage dans le monde des mots et de l'écriture. Ces rencontres offrent aux élèves l'opportunité de découvrir de nouvelles perspectives et de stimuler leur créativité et de participer à des échanges enrichissants avec des personnalités marquantes du domaine littéraire et journalistique. Une dizaine d'écrivains renommés et de journalistes de la presse écrite ont visité plusieurs établissements scolaires du primaire au secondaire, notamment l'école annexe 2, l'école de la Salle, le CEM de Doglé, le lycée Jama Maître, ainsi que le lycée Hoden 4. Parmi eux, M. Omar Youssouf, Amouita et Choukri Ousmane ont partagé leur passion et leur amour de la lecture avec les élèves et les adultes présents sur le site. Parallèlement, les journalistes de la presse écrite ont eu l'opportunité d'échanger avec les élèves de l'école annexe 2 jusqu'au lycée de Gabon, non seulement sur les rouages quotidiens du journalisme, mais également en partageant des conseils et des idées d'écriture visant à encourager les élèves à développer leurs compétences rédactionnelles. Ces échanges entre écrivains, reporters et élèves ont été propices au partage d'expériences, de conseils et d'idées, incitant ainsi les élèves à perfectionner leurs compétences en littérature et journalisme et à explorer de nouveaux horizons. Dans un contexte plus large, la semaine de la fête de la lecture, un événement annuel organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, vise à cultiver le plaisir de la lecture et à renforcer les apprentissages à travers des activités variées et captivantes, stimulant ainsi l'intérêt des élèves pour la lecture.
Toujours dans l'actualité nationale, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, le mouvement des jeunes une et indivisible, en étroite collaboration avec l'Union nationale des jeunes leaders des quartiers, a organisé tôt dans la matinée du 20 mars 2024 une conférence débat avec les représentants des associations sportives avec comme intitulé la problématique des associations sportives de quartier. Le président du mouvement des jeunes une et indivisible ainsi que celui de l'Union nationale des jeunes leaders de quartier ont successivement animé le débat avec les représentants des associations sportives pour un élan social, sportif plus réussi. L'événement riche en découvertes, échanges et partages a commencé par la lecture du Saint-Coran, suite à laquelle l'hymne national est entonné. Le modérateur nous a introduit ensuite l'intitulé de thématique dans la journée axée sur le renforcement des activités sportives. Il s'agit là, à travers cette initiative, de mettre en place une plateforme susceptible de permettre aux structures associatives de trouver une solution à la problématique relative au sport. Il convient toutefois de souligner l'importance que revêt cette conférence débat avec les représentants des associations sportives. Force est de constater que l'initiative marque une étape cruciale pour l'essor des actions susceptibles de renforcer les sports. En participant à cet événement, outre le secrétaire d'État chargé des sports, la secrétaire générale du SES, le directeur des sports, les représentants des différents corps armés, le président du mouvement des jeunes une et indivisible, le président de l'Union nationale des jeunes leaders des quartiers et les présidents des associations respectives. On écoute à présent le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, M. Ahmed Mohamed Mogola. Tout d'abord, je remercie avant tout, avant de suivre mon propos, le secrétaire d'État des sports pour nous avoir associés à cette initiative que je trouve très incitative. Je remercie aussi l'ensemble des associations sportives de la jeunesse qui sont présents ici aujourd'hui. Comme vous le savez, les initiatives que vous voyez aujourd'hui, les problématiques des associations sont très nombreuses. On connaît tous, en tant que moi, je suis le président de ce mouvement qui regroupe plusieurs associations, à peu près 50 associations qui sont membres de notre mouvement. Donc aujourd'hui, comment dépasser et surmonter tous ces obstacles? Aujourd'hui, ce que les associations ne savent pas, c'est comment surmonter les obstacles. Aujourd'hui, avec peu de matériel, avec peu d'équipement, on peut faire beaucoup de choses dans notre quartier. Parce que les sportifs, c'est l'association sportive qui peut offrir un espace pour les jeunes, un espace pour se divertir, pour s'épanouir, mais pour réunir aussi la jeunesse. La secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports a souhaité plein succès aux organisateurs, représentants des jeunes ainsi qu'aux présidents des associations respectives. Je voudrais vous remercier pour votre présence, tout le monde ici, les associations, les conseillers, les membres du secrétariat d'État chargé des sports, les deux présidents des leaders de Djibouti, la vice-présidente de l'association du mouvement Jeunes et Indivisibles, le directeur des sports, madame la directrice des stades. Comme vous les voyez, nous avons nos cadres qui sont ici, des conseillers, des directeurs, des cadres qui prennent note de toutes les doléances que vous allez donner. Et les leaders des quartiers, les sportifs élites issus des fédérations, les sportifs de corps en uniforme, les jeunes à besoins spéciaux et enfin la presse écrite et audiovisuelle. Ensemble, l'ensemble des couches de la jeunesse djiboutienne. Cette conférence débat avec la jeunesse a été élaborée et soumise à notre département par les mouvements de jeunes une indivisible et l'Union nationale des jeunes leaders des quartiers et dont notre département a mis tous les moyens pour la tenue réussie de cette rencontre. Je tiens à souligner que toutes les doléances et propositions des participants seront tous recueillies et ces doléances seront transmises, bien sûr, à notre secrétaire d'État, M. Hassan Mohamed Kamil, qui, lui, transmettra au plus haut niveau. Enfin, je vous souhaite plein de succès à cette conférence débat entre les panélistes et les jeunes participants. Sur ce, je déclare officiellement
ouvert ces rencontres organisées pour la jeunesse et avec la jeunesse. Grand format de cette édition, Ramadan est le nom en arabe du 9e mois du calendrier islamique. Il revêt une importance particulière dans l'islam. Pendant cette période, les musulmans sont encouragés à jeûner et à faire des dons de charité, à faire preuve de bonté et de patience, et à renforcer également leur relation avec Dieu, et ce, durant les 3 fameuses phases exceptionnelles de ce mois béni. Voici un mag de la rédaction. Le ramadan est divisé en 3 périodes, composées de 10 jours chacune, c'est-à-dire 3 fois 10 jours. Et chaque période a son mérite. Selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du 1er au 10e jour, c'est la période de la clémence et de la miséricorde divine. Du 10e au 20e jour, qui correspondent au 10e jour du ramadan, c'est la période du pardon. Et les 10 derniers jours, c'est la période où les musulmans peuvent être sauvés du feu de l'enfer. C'est vrai que la miséricorde d'Allah, qu'on appelle aussi la clémence, englobe son infinie sagesse comme son infinie bonté et générosité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le mois de Ramadan est un mois béni. En islam, nous savons les mois sacrés qui sont très bien répertoriés dans les Corans, et ils sont d'ailleurs au nombre des 4. Il s'agit des Zul-Ida, Zul-Hijjah, Al-Muharram et Rajab. Pendant un mois, on observe une hygiène de vie plus saine. C'est vrai que jeûner, c'est ressentir la faim de tous ceux qui en souffrent chaque jour de l'année. Pour un mois, les soirs on mange un repas sain, un entrée copieux. Durant ce mois, les musulmans se doivent de multiplier les prières et les invocations pour sentir le soir notre foi augmenter. Il est à savoir que, selon les versets coraniques et hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première nuit du Ramadan, tout démon, tout djinn est empêché dans ses nuisances par la puissance divine. Satan lui-même est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se referme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre qu'un ange fait un rappel aux croyants en disant « Ô toi qui veux du bien, accours ». Les 10 derniers jours, appelés aussi les derniers virages pour les musulmans qui s'adonnent au jeûne du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours de ce mois sacré pour les musulmans sont les plus importants selon le Coran et la Sunna. Le cheikh Ahmed Abdallah a affirmé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient de cette période un moment d'intense communion et de prière. D'après lui, cette adoration est une pratique prophétique hautement recommandée qui s'appelle Sunnah al-Mu'akkada. La charité au cours du mois de Ramadan est plus gratifiante. On a demandé au prophète quelle était la meilleure charité. Il a répondu la charité au mois de Ramadan, nous a-t-il déclaré. À saisir, c'est pourquoi les musulmans redoublent d'efforts durant cette période pour profiter au maximum des recommandations prophétiques relatives à ce mois. Force est de savoir que c'est dans ces 10 dernières nuits que les 5 Corans ont été révélés. C'est la recherche de la nuit du destin qui est d'une grande importance pour les musulmans, déclare le cheikh au micro de l'RTD. C'est dans cette période que se situe la nuit de la destinée, Laylatul Qadri, dont la grâce équivaut à 1000 mois selon la sourate éponyme. Étant un mois béni, le Ramadan est un moment d'intense communion et de prière, une période qui exige et demande beaucoup d'efforts, des sacrifices, de la discipline, pour se dévouer pleinement aux recommandations prophétiques et aux actes d'adoration tels que la prière des tarawih et des tahajjud qui ne font que rehausser les degrés de notre foi. Djibouti, comme tous les pays du monde, célèbre avec ferveur le mois de Ramadan. Direction Artar, où pendant le Ramadan, les marchés sont bondés. La population réalise 2 fois plus leurs courses habituelles, vu qu'un l'iftar, collectif ou individuel, est un rendez-vous incontournable en famille ou en amis. Le grand marché d'Artar, composé d'un pavillon fruits et légumes, viande, poissons et des divers petits stands de produits courants. Vous voyez dans ces images, de par le nombre de clients qui doublent durant le mois de Ramadan, les activités de commerce se multiplient également et beaucoup de stands s'installent, notamment les vendeurs de fruits comme le pastèque ainsi que les vendeuses de lait, de chèvres et de chamelles. Nombreux camions qui transportent des marchandises font le va-et-vient entre Artar et la capitale Djibouti-Ville. À l'occasion de ce mois béni du Ramadan, le mouvement des jeunes Wadani Assadjog a procédé ce matin à la distribution des denrées alimentaires à 100 ménages les plus démunis dans la ville d'Elissabiyi. Cette action noble qui intervient en période du mois sacré du Ramadan est octroyée par le PDG de la société Al-Aoul Group Djibouti, M. Yassine Aoul Farah, par l'intermédiaire du mouvement des jeunes Wadani.
Chacune des familles bénéficiaires a reçu un ensemble de denrées alimentaires composées de 25 kg de sucre, de farine, de riz, un paquet de dattes, 5 litres d'huile, une boîte de lait en poudre. Elle était donc destinée à soutenir ces familles afin qu'elles puissent s'adonner pleinement au rituel du mois béni du Ramadan. À cette occasion, le vice-président du conseil régional, M. Nour Saïd Geldoun, qui s'est exprimé a souligné d'emblée l'importance de cette action, surtout en cette période. Il a remercié le directeur général de la société Al-Aoul Group, M. Yassine Aoul, pour cette noble action. Au Nouvelle Mondiale à présent, la ville de Johannesburg, capitale économique d'Afrique du Sud, est confrontée actuellement à une pénurie d'eau qui ne cesse de s'aggraver, perturbant considérablement la vie quotidienne de milliers d'habitants. Depuis la fin de l'année dernière, certains quartiers de la métropole subissent régulièrement des coupures d'eau en raison de la maintenance de canalisations vieillissantes. La société en charge du traitement de l'eau dans la province de Gauteng a annoncé qu'une de ses stations de pompage serait suspendue suite à une coupure d'électricité massive, laissant de larges parties de Johannesburg sans eau. Le service météorologique sud-africain a émis un avertissement suite aux prévisions de fortes chaleurs cette semaine avec un pic attendu pour mercredi. Autre actualité internationale, une attaque contre la Banque centrale d'Haïti à Port-au-Prince, la capitale, a été repoussée et plusieurs assaillants ont été tués, a déclaré hier une source au sein de l'établissement. La Banque de la République d'Haïti est l'une des rares institutions n'ayant pas fui Port-au-Prince, désormais à 80% aux mains des gangs, accusés de nombreuses exactions, en particulier de meurtres, de viols, de pillages, d'enlèvements contre rançon. Un groupe de bandits a attrapé hier ces locaux, a dit à une source au sein du BRH qui a préféré rester anonyme. Nos agents de sécurité de concert avec la police et l'armée ont repoussé l'attaque. Entre 3 et 4 bandits ont été tués. L'un des agents de sécurité a été blessé par balle, a-t-elle précisé. La banque a de son côté dit hier sur les réseaux sociaux. Profondément reconnaissante envers nos agents et la police nationale pour leur vigilance et leur engagement constant à protéger notre communauté. Face à un incident survenu hier à proximité des locaux de la banque, les forces de l'ordre et l'équipe de sécurité de l'institution ont réagi avec professionnalisme et efficacité. Au cours des 12 derniers mois, le nombre de décès liés au conflit a atteint un niveau record. Depuis 28 ans, un quart de l'humanité vivant dans des zones touchées par le conflit. Face à ces défis en 2023, 88 000 soldats de la paix de 125 pays ont servi de 12 missions apportant de fortes contributions à la paix. 4 missions ont travaillé pour mettre fin à un conflit à grande échelle. En 2023, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine a travaillé avec des partenaires pour mettre en œuvre l'accord de paix en 2019 en fournissant un soutien sécuritaire, politique et logistique et en aidant le gouvernement à déployer des responsables qui seront essentiels au maintien de la sécurité des communautés et la construction d'une paix durable. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.